Salam alaikum, Azul, bonsoir. J'avoue que j'ai mis du temps à comprendre. Je ne voulais pas donner mon avis personnel sur une question qui touche à la souveraineté du peuple algérien, à ses choix profonds et à sa détermination de ne pas se doter, pas encore du moins, de représentants. Mais je n'en pensais pas moins, entre moi et moi. Je me disais que c'était tout à fait incompréhensible, voire absurde, de ne pas se doter de représentants, de leaders, face à un régime qui s'obstine et s'arc-boute et qui s'accroche de toutes ses forces mauvaises à ce pouvoir qu'il ne veut pas lâcher. Oui, je me disais qu'une foule disparate, que nous le reconnaissions ou non, composée d'une mosaïque de tendances politiques qui ne se sont pas encore exprimées, mais qui n'en sont pas moins là, ne pouvait pas être en pilotage automatique. Qu'elle avait besoin d'être encadrée, représentée par des gens qui porteraient ses aspirations et ses revendications. En fait, j'étais juste myope, à côté de la plaque. Et encore une fois, pas du tout à la hauteur de ce formidable génie du peuple, que je ne percevais pas encore à sa juste ampleur. Peut-être parce que, dans mon esprit, les mots n'avaient pas encore réussi à produire du sens, que malgré mon respect et ma considération, je ne pouvais pas concevoir que des multitudes, même en marche, puissent être animées par une intelligence collective, par une formidable capacité à l'auto-organisation spontanée, à un consensus général sur l'essentiel. Victor Hugo avait dit que, je le cite, « La populace ne peut faire que des émeutes pour faire une révolution, il faut le peuple. » Fin de citation. Et c'est là, en fait, le sens et l'essence même de la problématique. Oui, parce que ce ne sont pas des multitudes grises, des foules hétéroclites qui occupent la rue, mais un peuple, dans son sens le plus signifiant, le plus émouvant. Non pas seulement une société soumise aux mêmes lois, mais un peuple entré en révolution contre des lois et un système inique. Non pas des masses portées par de mêmes revendications sociales, mais un peuple désormais soudé par de mêmes aspirations à un état de droit face à un régime prédateur, un régime criminel qui avait volé le feu sacré. Et ce ne sont pas des états d'âme qui se répandent tous les vendredis, tous les mardis, et partout et tout le temps, mais une conscience politique collective qui a enfin pris forme et qui n'a même plus besoin de paroles, encore moins de porte-parole, pour s'exprimer de la façon la plus claire et la plus forte qui puisse être. Et c'est cela que je n'avais pas compris, que nous avons été tellement nombreux à ne pas comprendre. Oui, le Hirak n'est pas encore dans le besoin de représentants ou de leaders, pour des raisons aussi claires qu'elles sont irréfragables. D'abord, parce que l'intelligence collective avait appréhendé à sa juste importance le péril qui pèserait sur ses représentants aussitôt qu'ils seraient désignés. Le régime ayant suffisamment montré qu'il était à l'affût du moindre signe d'émergence d'une quelconque élite qui se distinguerait. Le peuple a tout simplement compris que s'il désignait ces élites, elles seraient tout aussitôt prises en main
par le régime, avec ses méthodes habituelles, bien sûr, l'emprisonnement, l'intimidation ou pire encore, la corruption et la manipulation. La meilleure réponse à apporter donc à cette menace était de ne pas désigner de représentants. Et c'est ce que le peuple a fait, malgré les lourdes insistances des uns et des autres, y compris du régime lui-même, qui faisait dire à ses relais qu'il n'était pas possible de prendre langue avec des millions de manifestants. Et suprême manifestation de génie, que rares sont ceux à avoir décelé, est le message parfaitement clair de cette auto-organisation. Oui, la révolution du 22 février a montré que pour le moment, elle n'a pas besoin de recourir à des représentants, pour la simple raison que ces revendications ont déjà été exprimées de la façon la plus forte, la plus claire et la plus sonore qui soit, et que la balle est dans le camp du régime. Oui, des revendications clairement exprimées avec une parfaite hiérarchisation des priorités et qui n'attendent de plus qu'une réponse tout aussi claire du régime, qui pour le moment est aux abonnés absents. Vous pourriez être dans les mêmes interrogations où j'étais moi-même et me demander quelles sont donc ces revendications. Eh bien, la première, et qui est dans le camp du régime, est l'acceptation de celui-ci, non pas de consultation, non pas de dialogue, mais d'une véritable négociation avec le peuple, d'une phase de transition. La seconde est cette phase de transition, pensée de façon hautement politique et qui est une offre au régime, d'entrer avec lui en négociation pour préparer progressivement la restitution de la souveraineté au peuple, mais aussi de discuter avec lui des conditions de retrait des barons du régime. La troisième revendication, clairement exprimée elle aussi de façon limpide et définitive, et qui n'a donc pas besoin, elle non plus, de représentants, est un processus constituant, avec tout ce que cela suppose d'organisation et de mise en place qui puisse permettre l'organisation, la structuration par le peuple des voies et moyens pour l'élaboration et l'adoption d'une constitution qui viendrait concrétiser les nouveaux fondements d'un État de droit dont la seule source de légitimité serait celle du peuple souverain. Voilà pourquoi le peuple algérien est toujours dans la rue depuis plus d'1 an. Voici pourquoi il ne ressent pas encore le besoin de désigner de quelconque représentant. Pour la simple et excellente raison que ces revendications ont déjà été exprimées, priorisées et portées haut et fort, de façon directe et sans équivoque aucune, par des millions d'Algériens et d'Algériennes. Et voici pourquoi, en les circonstances actuelles et dans son infinie sagesse, le peuple n'a cherché à exprimer ni des revendications sociales, ni à affirmer une quelconque tendance idéologique. Il a dit ce qu'il avait à dire et il maintient le cap de ses objectifs. Un État de droit, une dynamique de transition, un processus constituant pour consacrer la démocratie et restituer le pouvoir, tout le pouvoir, au peuple. C'est au régime qu'il appartient maintenant de répondre. Et c'est lui qui est dans le cafouillage, dans le déni, dans la dérobade. Un régime éclaté, en fin de ressources, et qui se noie dans un verre d'eau. Il lui suffirait pourtant, ce régime, de répondre qu'il accepte ses préalables. Et alors, du jour au lendemain, quand les vrais maîtres du jeu
les chefs de l'armée accepteront de s'asseoir à la table des négociations, d'un côté de la table, alors le moment viendra, à ce moment-là, pour le peuple de choisir ceux et celles qu'il mettra de l'autre côté de la table. Algérie, une décantation annoncée. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Hassan Herish, analyste politique. Hassan, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation et félicitations pour l'éditorial. Merci beaucoup. Moussab Hammoudi, chercheur en sciences politiques de l'EHESS. Moussab, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Bonsoir à toi, aux invités et aux téléspectateurs. Merci. Au téléphone, nous aurons Fatih Titouche, militant politique. Fatih, merci d'être avec nous. Ok. Alors, et nous avons Issa Rahmoun, maître Issa Rahmoun, avocat et vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, qui ne va pas pouvoir rester longtemps avec nous, qui est sorti de la salle d'audience où est jugé en ce moment Karim Tabou. Et donc, Issa Rahmoun, merci d'être avec nous. Bonsoir tout le monde, merci pour l'invitation. Merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Donc, nous allons essayer de vous libérer pour vous permettre de rejoindre la salle d'audience. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations de sur ce qui s'y passe dans ce fameux tribunal? Ben, écoutez, c'est pas un fameux tribunal, mais un sinistre tribunal, malheureusement, parce qu'il se trouve que dans ce lieu, appelé par les Algériens le tribunal à Badr, est abrité le procès d'un militant politique, c'est celui de Karim Tabou, à l'occasion aussi de l'affaire de l'assassinat de l'Arbi Ben Mehdi. Absolument, nous allons en parler. Oui, oui. Il était exécuté en 4 mars et au tribunal c'est la militant politique. Voilà un peu l'atmosphère et la mercure dans la défense Issa Rahmoun, des militants politiques. Issa Rahmoun, essayez de ne pas bouger parce qu'il y a des coupures. Essayez de ne pas trop bouger pour que nous puissions vous suivre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on nous dit que le procureur a requis 4 ans de prison et forte amende. Oui, le procureur a requis effectivement 4 ans de prison ferme et une amende de 200 000 dinars à l'encontre de Karim Tabou. Il y a une forte présence des avocats au nombre de 180 départements. Et durant la matinée, le juge de siège a interrogé Karim Tabou sur les chefs d'inculpation, ses déclarations, ses publics, ses écrits dans les réseaux sociaux. Karim Tabou était très confiant, il n'était pas dans la défensive, bien au contraire, il était dans l'offensive. Et je dirais que réellement le procès s'est transformé aussitôt en procès du régime, en procès du système, mais pas le procès du militant Karim Tabou. Et actuellement, on est à 58 avocats à plaider dans le dossier et on avance dans les plaidoiries en démantelant d'une façon professionnelle et politique à la fois tous les chefs d'inculpation et les raisons exactes qui ont ramené ce tribunal et son parquet à accuser le militant Karim Tabou. Alors, on nous dit que Karim Tabou aurait fait des révélations sur les très mauvais traitements qu'il aurait subis. Il aurait été battu très violemment par les agents du DRS, enfin, ce qu'on appelait le DRS, les résidus de
cette maison de l'ogre, Dar el-Ghoul, comme l'appellent les Algériens, on nous dit que Karim Tabou a clairement indiqué qu'il a été maltraité, voire torturé. Tout à fait. Donc, Karim Tabou, à l'occasion des réponses apportées au juge et à l'assistance présente durant le procès, il a fait des révélations qui restent quand même assez graves pour l'encontre du militant Karim Tabou. C'est le fait qu'il était effectivement violenté, torturé, insulté durant sa, durant sa garde à vue au niveau du centre Antar. Il a précisé d'une façon claire le centre de détention et de garde à vue. Et ce qui est dommage, ce qui est étonnant aussi à la fois, c'est que la magistrate qui dirige l'audience et le procès d'aujourd'hui ne connaît pas ce centre. Elle lui demande c'est quoi le centre Antar. Donc il explique que c'était un sinistre endroit où des militants, des activistes, des hommes politiques ont été torturés. Pire encore, il fait une deuxième révélation, c'est qu'il a reçu des intimidations au niveau de la maison d'arrêt, la maison carcérale de Koléa, où des agents se déplaçaient à chaque fois chez lui pour lui apporter de fausses informations sur la révolution et essayer de lui dire voilà, donc il y a un clan du régime qui veut discuter avec toi et négocier probablement. Ça reste des déclarations assez importantes pour l'issue du procès. Mais quand cette juge, cette magistrate demande à Karim Tabou شكون هذا عنتر, c'est du cynisme parce qu'elle veut faire croire à n'importe qui qu'une juge, une magistrate ne connaît pas le centre Antar alors qu'il n'y a pas un seul Algérien dans tout le pays qui ne le connaisse pas? Vous savez, rien qu'à évoquer ce centre, les deux centres Antar et Abla, comme ils sont très connus en Algérie, l'évocation de ces deux centres font peur aux gens, aux militants, mais aussi font très peur, surtout très peur aux fonctionnaires de l'État. Parce qu'actuellement, on manque d'indépendance de la justice et on manque de consécration du pouvoir judiciaire. Et ce pouvoir qui est réduit à un seul rôle, celui de l'appareil judiciaire, il faut considérer que les magistrats sont des fonctionnaires chez le régime en place. Et à partir de là, on peut dire effectivement que ces magistrats ont une peur bleue à l'effet de dénoncer la torture, que ça soit pratiqué dans les commissariats, dans les gendarmeries et dans ces centres qui sont connus pour leur violence et leur torture. Voilà à peu près, donc ils sont dans la négation du droit, parce que ce genre de centre, dans un état de droit, ne devrait pas exister d'une part. Et toutes les enquêtes qui se font et les gardes à vue qui se font dans les commissariats, dans les centres de détention doivent être sous l'œil bienveillant du parquet général, du procureur qui est le garant des libertés. Donc vous voyez comment on a accepté, les magistrats ont accepté d'être les relais du régime par peur, par complaisance ou par volonté individuelle ou par comportement depuis l'indépendance du pays à nos jours. Alors, on nous dit que Karim Tabou aurait fait part aussi de sa mise en isolement depuis qu'il est en prison, 24/24, depuis des mois. Mise en isolement, un comble de la cruauté mentale, tout près du couloir de la mort, là où sont les condamnés à mort. Tout à fait. On a déjà évoqué cette situation depuis son incarcération. Effectivement, il s'agit d'une peine avant l'heure. Mettre quelqu'un dans l'isolement et dans le couloir des condamnés à la peine capitale. Alors, les condamnés à la peine capitale, je vous dis qu'il s'agit d'affaires d'homicide, de grandes affaires d'homicide, de grandes affaires liées au terrorisme. Et puis, vous avez en face de vous quelqu'un qui écope déjà de 15 ans, 20 ans en prison. C'est des gens, malheureusement, qui perdent toute humanité. Et mettre Karim Tabou, un militant politique, dans ce couloir est une condamnation avant l'heure. Parce que réellement,
la chose la plus précieuse pour un militant politique, pour un militant des droits de la personne humaine, c'est de ôter la liberté à ce militant. Et non seulement on a ôté la liberté à Karim Tabou, mais on le met dans le couloir des condamnés à mort. C'est une condamnation avant l'heure et ça nous renseigne de la cruauté du système judiciaire, de la cruauté du régime politique algérien et du sort réservé à toute voix discordante et à toute voix qui s'oppose au régime. Alors, avant de vous libérer, de vous permettre de rejoindre la salle d'audience, voulez-vous nous rappeler le chef d'inculpation de Karim Tabou? Donc, il y a deux chefs d'inculpation, l'article 74 et l'article 77 du Code pénal, qui stipule qu'il y a entrave et tentative de redressement du régime, d'un régime militaire, atteinte à corps constitué. Et tahrir, c'est l'incitation à attroupement et à la rébellion. Donc ces deux articles, par des déclarations, par des prises de position, ont été considérés par le parquet sur injonction du régime politique comme atteinte à corps constitué et incitation à attroupement non armé. Ces mêmes textes, je voulais préciser, si Jamal, oui, ces textes existaient depuis 1966. Oui. C'est des anciens textes que le régime de Boumedienne avait installés pour assurer la pérennité, la protection du régime militaire de l'époque. Ils sont toujours en vigueur. Mais il n'y a pas contradiction quelque part quand on l'accuse d'appeler à manifester au moment où leur président de la République, celui qu'ils ont fait sortir de la casquette, est en train de le qualifier de Hirak el-Moubarak? Hirak Moubarak, je pense que l'actuel désigné de l'état-major a revu, bien sûr, d'une manière délibérée, les concepts utilisés ou le vocabulaire utilisé pour parler au peuple algérien. Effectivement, ils sont dans une stratégie de manipulation, de récupération du Hirak. La preuve, c'est qu'on installe un peu partout des commissions fantoches qui veulent négocier, qui veulent dialoguer avec l'actuel système de la présidence. Et voilà, donc je dirais qu'il s'agit d'une manipulation grossière visant à amadouer, caresser dans le sens du poil du Hirak pour essayer d'étouffer réellement la révolution du peuple algérien et ne pas lui permettre d'avancer d'une manière sereine, d'une manière intelligente et démocratique. Alors, nous vous laissons donc rejoindre la salle d'audience, mais n'hésitez pas à nous rappeler s'il y a du nouveau. Nous sommes à côté de vous et nous vous soutenons de toutes nos forces. Et merci aux 180 avocats qui se sont portés volontaires pour défendre l'un des nôtres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sidi Jamal. Merci. Alors, mes chers amis, donc au sujet du procès de Karim Tabou, et Fatah Titouche vient de nous rejoindre. Fatah Titouche, merci d'être avec nous. Fatah? Oui, allô. Allô, Fatah, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie et je salue tous vos invités et ceux qui nous regardent. Merci, restez avec nous. Donc, alors, Hassan Hirsch, procès de M. Tabou, qui était à l'isolement. On ne comprend pas pourquoi. C'est juste de la cruauté mentale et du sadisme. Pourquoi mettre un détenu politique qui n'a en aucun cas appelé à l'émeute, au contraire, il a appelé au pacifisme, qui n'a en aucun cas attenté au moral des troupes, comme ils disent, ou alors les troupes, ils ont un moral très bas. Hein, et donc, il est mis à l'isolement 24 sur 24 depuis des mois, juste à côté du couloir de la mort, ou ce qui est appelé comme ça, du pavillon des condamnés à mort. Jamal Din, ça me rappelle exactement ce que nous racontait Ali Messilillah Rahman quand il a été emprisonné par le régime Boumedienne. Ils utilisaient exactement les mêmes méthodes. On leur passait même des magnétophones, des cris de torturés pour justement briser leur morale. Donc en fait, c'est des méthodes qui ont été utilisées pendant la guerre de libération nationale par l'armée coloniale.
Et on se trouve exactement dans la même situation que pendant la colonisation française. Ce sont les mêmes méthodes policières, militaires, judiciaires, etc. Des procès expéditifs, des accusations vraiment farfelues. C'est comme ça, d'ailleurs, je pense qu'on va en parler, que Ben Mahdi a été exécuté sans jugement, de façon vraiment sommaire. Et c'est comme ça, malheureusement aussi, que Abban Ramdan a été exécuté par les siens, par ceux qui sont encore au pouvoir aujourd'hui, ceux qui... Les résidus, du moins. Voilà, ceux qui ont pérennisé ce système mortifère. Donc, le Hirak aujourd'hui, justement, quand il se révolte contre l'arrestation de Tabou, contre son isolement, contre ses tortures, etc., comme l'arrestation aussi de bien d'autres, bien sûr, on ne va pas les oublier. Je pense notamment à Abdelhaye Abdessameh, qui est notre ami ici, journaliste ici, Rachid Nekaz, de Rediri et de plein d'autres. Donc, tous ces Algériens qui sont sortis ou qui sont encore en prison, en fait, subissent un système qui, malheureusement, n'est pas sorti du système colonial. Aujourd'hui, ce que cherche le peuple algérien, quand il dit l'istiqlal, 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 de la même façon qu'il le demandait dans les années 60, et souvent vous repassez d'ailleurs... C'est très significatif. Voilà. L'istiqlal, 60 ans plus tard. C'est ça. Donc on est dans une configuration où le peuple algérien, où les militants, où nous tous ici, et tous les militants demandent tout simplement à parachever la décolonisation, à nous débarrasser du système colonial qui a été mis en place en 1930, consolidé en 1954 et malheureusement qui a été reproduit en 1962 par tous les présidents successifs, par toutes les sécurités militaires successives, par toutes les polices successives. Et surtout par les chefs de l'armée qui ont pris le pouvoir en 62. Absolument. L'armée des frontières. Mais bien évidemment parce que c'est un régime militaire. Ne pas jamais oublier, ne pas oublier et ne jamais oublier que dès 1956, 1957, alors qu'Abban Ramdan parlait justement d'un État civil et non militaire pour l'indépendance ultérieure, la France venait de voter les pleins pouvoirs, les pouvoirs spéciaux à l'armée coloniale pour casser de l'algérien, pour briser le peuple algérien, pour torturer, pour et surtout démolir la laine de l'intérieur, pendant que celle des frontières devenait de plus en plus... Donc ce que nous demandons au régime algérien d'aujourd'hui, dont la façade civile est aujourd'hui Abdelmajid Tebboune, ce que nous demandons à ce régime militaire, c'est tout simplement qu'on arrête enfin ce processus mortifère qui brise l'Algérien. Il ne l'exclut pas seulement, il le casse carrément et en même temps, évidemment, il casse le pays, il casse la nation algérienne, le peuple algérien, par les tentatives de division, par les vexations, les arrestations, les tortures, les assassinats, les condamnations, la calomnie. Etc. Donc, le procès de Karim Tabou, c'est un scandale. C'est un fils de l'Algérie qui mérite de diriger ce pays, parmi plein d'autres, qui méritent vraiment sa place, non pas en prison, mais pour qu'il apporte sa pierre à l'édifice de l'Algérie, pour que ce pays devienne attractif, devienne une grande puissance, que ce peuple soit respecté dans le monde entier, etc. Donc, Djemal Din, pour répondre vraiment à cette question, nous sommes devant un scandale historique et l'armée algérienne et le président actuel, parce que, bon, c'est le président, c'est le locataire en tout cas d'El Mouradia, ils sont responsables devant le peuple algérien et devant l'histoire pour tous les scandales politiques qui sont en train de se dérouler dans notre pays. Et ils ne font que s'enfoncer de toutes les façons. Moussa Bahamoudi, aujourd'hui, le 4 mars, nous fêtons
la commémoration, enfin nous fêtons, nous Commémorons. commémorons ce jour fatidique du 4 mars 1957, quand l'Arbi Ben Mehdi avait été assassiné par les paras de Bijar, au Sarès, Qui avait les pleins pouvoirs. qui avaient les pleins pouvoirs, hein, et qu'on avait essayé de faire passer pour un suicide. Et je rappelle que Ben Mehdi avait laissé à la postérité 2 phrases qu'on lui prête en tous les cas. La première était « Mettez la révolution dans la rue et elle sera portée par des millions d'Algériens ». C'est vraiment une parole prophétique, puisque c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aussi bien lui que Abban, ils ont eu des paroles prophétiques. Absolument. Et l'autre magnifique d'humour, de sarcasme, quand un journaliste français lui a demandé, lui a posé la question, est-ce que vous n'avez pas honte de mettre des bombes dans les couffins de vos femmes et de les envoyer faire des carnages au milieu des populations civiles? Il lui a dit, oui, je reconnais, mais c'est simple, donnez-nous vos bombardiers et nous vous donnerons nos couffins. Comme ça, nous pourrons bombarder vos populations civiles avec des bombardiers et non plus avec des couffins. Et donc, la question que je voulais vous poser, pour rester dans le procès du Karim Tabou, est qu'on en arrive à ne plus comprendre ce régime. C'est comme s'il n'avait pas de tête, c'est comme s'il n'avait pas de responsable qui puisse faire face à ce qui leur tombe sur la tête. Tous les Algériens sont en train de les accuser de tous les travers, de tous les crimes possibles et imaginables. Mais il n'y a personne, ça ne répond pas. Karim Tabou a été torturé. Karim Tabou, qui, rappelons-le, a été premier secrétaire du FFS, le plus grand parti algérien, et qui est à la tête d'un parti qu'on n'a pas voulu agréer, et qui est un opposant notoirement connu, très intègre. Et pacifiste. Et très pacifiste, et très algérien, très unioniste, j'allais dire. Et qu'on nous fait passer maintenant pour quelqu'un qui a attenté au moral des troupes, qui a appelé à la violence, qui a appelé à l'émeute, alors que ce n'est pas vrai, et qui est en prison depuis des mois, et personne pour répondre, pour essayer de nous expliquer ce qui se passe. Il y a 2 volets. Oui, mais... Donc, je vais commencer par le dernier et revenir sur le premier. En fait, vous avez, et souvent on dit des phrases de manière un peu normale, alors qu'elles sont porteuses d'un lourd sens. C'est quoi le procès d'aujourd'hui? Ce sont les militaires qui ont fait le procès d'un militant politique et qui l'ont mis dans l'isoloir près du couloir de la mort. Dans l'isolement. Oui, près du couloir de la mort. Ouais. Ça, c'est très porteur de sens. Militaires qui se sont menacés sur son terrain de prédilection, qui est la politique, par un simple activiste politique, et donc ils lui font payer le prix. Non pas de manière douce, mais de la plus lourde manière. En l'isolant, mis en quarantaine, En le torturant. En le torturant, et puis la torture physique et la torture morale. Donc physique, c'est l'acte de torture, et bien sûr le couloir de la mort et la pression psychologique, c'est le deuxième volet, c'est la torture psychologique. Donc cette junte militaire, parce qu'il s'agit d'une junte qui exerce un pouvoir autoritaire, un régime autoritaire et non pas un État, essaye toujours de mettre la pression sur les simples activistes politiques pour les persuader, les dissuader de quitter ce terrain parce qu'ils se sentent comme eux tributaires d'un pouvoir divin qui leur permet d'exercer le pouvoir et donc les affaires de la cité et de commander la politique. Il y a eu aussi aujourd'hui la condamnation d'un brave militant du Hirak, M. Karim Halim Feddel, qui a écopé de 6 ans. 6 ans de... Non, 6 mois. 6 mois de... Prison ferme. Oui, 6 mois de prison ferme. J'ai pu lire 6 ans, à vérifier. Ah bon? Oui. Alors que c'est quelqu'un déjà qui est si c'est souffrant. le cas, ce ne serait pas étonnant. Hein, moi, j'avais lu 6 mois. Bien sûr, peut-être que à vérifier, mais en tout cas, c'est l'acte en lui-même de condamner. 6 mois, c'est extrêmement grave. Mais bien sûr. Et ce que je voulais dire, lui, c'est que... rappelons qu'il est défenseur des droits de l'homme, mais bien aussi, sûr. il fait partie d'une dynamique qui dénonce la corruption. La corruption. Et la grande corruption. Absolument. Ouais. Et donc ici, avec un autre mouvement qui était opéré par cette junte, qui est de relâcher quelques-uns et d'incarcérer ou d'enfermer d'autres en même temps. C'est-à-dire ici, il y a un message, cette action de ce pouvoir est de dire
je suis encore au devant de la scène, parce qu'il ne faut jamais oublier le détail que ce sont un groupe de généraux sécuritaires. Donc leur manière de réfléchir ne se base pas sur une doxa, mais sur une praxis, il y a une pratique de faire. Donc, allez, regardez, moi je sors qui je veux, j'enferme qui je veux, donc je maîtrise le jeu politique. Et qui seraient ces généraux sécuritaires? Ce sont les fameux points d'interrogation qu'on ne connaît pas. Ce sont des généraux qu'on ne voit jamais. Ce sont ceux qui ont le centre d'écoute. Ce ne sont pas ceux qui sont au devant de la scène. On ne les connaît pas. Et Chenguereha dans tout ça? C'est un maillon parmi les maillons, mais dès lors qu'il est en face de la caméra, ce n'est pas celui qui détient le pouvoir. Donc c'est un pouvoir occulte derrière les rideaux. Et ça expliquerait pourquoi il a été nommé par intérim et qui n'a pas pu hériter de son prédécesseur le portefeuille de vice-ministre de la Défense? Tout à fait. Ça expliquerait? Mais bien sûr, tout à fait, parce que lui, il est tributaire d'un processus d'accord, de convention, et donc, ce n'est pas lui qui le fait, il le subit. Ceux qui commandent, ce sont ceux qui font ce projet et qui imposent leur parti pris. Et c'est pour ça qu'effectivement, ni lui, ni Wassi, ni Bouazza, ni Qaïdi ne sont vraiment les hommes forts. Les hommes forts, ce sont qui détiennent surtout les appareils sécuritaires, qui ont la possibilité de surveiller jusqu'au soupir des Algériens, aussi qui ont le pouvoir de surveiller les troupes militaires qui connectent et qui sont connectées. C'est l'ex-DRS, quoi. C'est les mêmes prérogatives, j'allais dire, la même puissance. Absolument. Mais et donc, on aurait un faux président, un faux chef d'état-major, un faux état-major. Finalement, il n'y aurait que ces généraux sécuritaires qui auraient la haute main sur tout, quoi. Absolument. Et ils croient faire la politique de manière acceptable, voire efficace. Or, qu'est-ce qu'on a? On revient au procès de Karim Tabou, parce que c'est un procès non pas politisé, parce qu'il y a des procès qui peuvent être politisés dans un cadre. Mais ici, il est complètement instrumentalisé, parce qu'il est dicté par les militaires. D'ailleurs, la phrase est révélatrice de Madame la juge qui dit ne pas connaître le centre Antar. Quelle blague. Et donc, ça nous donne le clin d'œil que oui, nous instrumentalisons la justice et on croit bien faire la politique. Or, dans le cas de Karim Tabou, quelle serait l'issue? Une des deux. Ou bien il est condamné, ou bien il est relaxé. Dans les deux cas de figure, parce que politiquement, on cherche dans les grandes lignes à définir le bon et le mauvais. Dans tous les cas, c'est Karim Tabou qui a le rôle du bon. Et dans tous les cas, c'est le régime qui a le rôle mauvais du méchant. Rôle du méchant. Là, il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute. Donc voilà. Et c'est pour ça que ça illustre qu'ils n'arrivent pas à faire de la politique, qu'ils ne savent pas la faire et qu'ils ne sont pas à la hauteur et que tous leurs choix sont complètement aberrants. Maintenant, une autre dimension pour revenir à la première partie de la question. L'Arbi Ben Mehdi, Allah yarhamou, c'était une personne physique. On peut passer des heures à voir ses photos. Moi, je suis fasciné par les photos de l'Arbi Ben Mehdi. J'aimerais qu'on nous montre sa photo à côté de vous quand vous parlez, en fenêtre, s'il vous plaît. Ah, c'est un grand honneur. Et donc, pour moi, l'Arbi Ben Mehdi, je peux passer des heures à le regarder parce que j'ai l'impression qu'il sourit à un moment précis. Il ne sourit pas tout le temps. Il sourit dans les moments de difficulté. Et il est ordinaire dans les poses les plus ordinaires. Donc, c'est quelqu'un qui défie avec une grande joie les moments difficiles, y compris son arrestation qui allait conduire à son assassinat. L'Arbi Ben Mehdi, c'est une personne physique qui a disparu. Mais son âme est restée et son âme s'est incarnée, c'est le Hirak. Et je le dis et je l'assume. Parce que le Hirak, maintenant, ce n'est pas une personne physique comme l'Arbi Ben Mehdi, c'est une personne morale, mais qui a hérité de sa manière de faire, de sa posture, et qui a énormément de l'Arbi Ben Mehdi. Il y a énormément de l'Arbi Ben Mehdi dans le Hirak. Et c'est pour ça que ce Hirak on le voit à côté de vous, regardez. L'Arbi Ben Mehdi, allez-y. Et c'est pour ça que, franchement, l'Arbi Ben Mehdi, il a donné essence, et c'est l'incarnation de ses espérances, c'est ce Hirak. Parce que le Hirak, c'est une personne morale, mais qui porte énormément de traits, de volonté, de défis. Et ne pas défier les choses simples, mais de défier les choses et les postures et les situations les plus dangereuses, les plus significatives et les plus, j'allais dire, qui relèvent du devenir de la nation, et ils font face avec le sourire, comme l'Arbi Ben Mehdi a fait face avec le sourire en face des situations dangereuses. Et c'est pour ça
que l'Arbi Ben Mehdi a donné énormément à ce Hirak. Moi, je suis assez d'accord sur la symbolique de notre ami, parce que ce n'est pas par hasard que ce soit aujourd'hui la révolution du sourire. Ouais. Et je crois que c'est lui qui a dit un seul héros, le peuple. Du moins, c'est ce qu'on lui prête. C'est une expression qui existe depuis Ah, la d'accord. Révolution. Oui. D'accord. Oui, la Alors, Révolution faites, française. Titouche, nous avons quelques images que nous allons montrer. Là, c'est le tribunal où est jugé, où est traduit Karim Tabou. Écoutez, regardez à l'extérieur. Faites, Titouche, voilà, nous venons de passer des images qui nous parviennent en direct des abords du tribunal où les Algériens sont en train de chanter « Libéré, Karim Tabou, libéré ». C'est quand même incroyable ce qui arrive. Hein. L'Algérie a tellement changé. Oui, aujourd'hui, c'était plutôt le procès du régime, en fait, qu'a mené Karim Tabou. On a lu, en fait, ce qui a été rapporté par les journalistes présents et par tous les citoyens qui étaient présents, qui étaient apparemment, il y avait beaucoup de monde à l'intérieur et à l'extérieur pour soutenir justement Karim Tabou. Donc, pour moi, personnellement, moi, je pense qu'aujourd'hui, le procès de Karim Tabou comme celui de Boumela reste quand même des marqueurs très importants de notre révolution, parce que ces deux personnes justement qui depuis le début étaient en rupture totale avec ce régime, en n'ayant pas le moindre doute sur les intentions de ce régime-là, représentaient effectivement un véritable danger. Karim Tabou, d'autant plus qu'il est homme politique, il était aussi à l'intérieur des marches. Je pense qu'il a réussi, contrairement à beaucoup d'autres leaders politiques, justement, lui, à réussir cette jonction entre justement le politique au sens propre, au sens intellectuel aussi, et le politique au sens finalement pratique, c'est-à-dire être avec le peuple, être à l'intérieur, être un élément du peuple. Et c'est cela qui a fait peur, même voire très peur au régime. Et c'est pour ça qu'ont été condamnées ces deux personnes. Maintenant, on attend est-ce que Karim Tabou sera libéré aujourd'hui? Moi, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il soit libéré. Mais dans tous les cas, moi, je pense que c'est un marqueur important, que la libération de Karim Tabou va marquer probablement le début de quelque chose. Oui, mais faites, Titouche, expliquez-nous quelque chose. Ce régime, il n'est plus seulement dans l'autisme, il est dans la contre-production au point où on pourrait presque croire que tout ce qu'il entreprend, il l'entreprend contre lui-même. Tout ce qu'il entreprend est en train de se retourner contre lui, y compris ses arrestations, y compris ses procès, ses farces de procès, y compris la reprise de son discours par ses propres relais, ses chaînes de télévision, ses journaux marrons, etc. C'est à croire, je vous assure que je suis sincère, que ce régime est en train de tout faire pour se salir, pour se noircir. Sinon, comment expliqueriez-vous moi, parce que je me pose l'autre question, en fait, qu'aurait pu faire le régime, en fait, s'il avait juste l'intention de se maintenir? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux, en fait, de mieux entre guillemets, pour se maintenir? Je vous réponds très vite, hein, je ne vais pas vous prendre de votre temps. Ce régime, s'il avait un tout petit peu d'intelligence, il aurait accepté d'entrer dans une phase de transition et ça lui aurait permis de gagner 4 à 5 ans. Parce qu'une transition, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il va partir. Mais à croire qu'il n'est même pas capable de ça. Mais je pense que le régime est conscient qu'il n'a pas ni le personnel politique, ni il a réussi à renouveler son propre élite
politique pour faire face à toute cette émergence-là d'énormément d'élites, de jeunes élites, et aussi à ce bouillonnement politique qui est dans le peuple. Le régime est conscient que la moindre ouverture politique va le chasser dehors et sans le moindre doute. Je pense que c'est pour ça qu'il ferme toutes les portes, qu'il essaye de jouer, qu'il essaye de corrompre tous ceux qu'il pourrait corrompre. Et finalement, le problème, c'est à quoi sert de corrompre des personnes, par exemple, qui ne sont pas capables de lui ramener la seule chose qui l'intéresse, arrêter le mouvement populaire, arrêter la révolution. Et finalement, les seules personnes qu'il pourrait corrompre, c'est des gens qui sont en rupture totale avec eux, et donc le régime est vraiment piégé. Le fait d'arrêter en fait ces militants, je pense que le régime avait pensé qu'il pourrait donner un coup de frein à la révolution. Le problème, il s'est retrouvé piégé, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont restés à l'extérieur et qui sortent tous les vendredis tant que tous les détenus ne sont pas libérés. Les libérer, les Karim Tabou, les Boumela, etc., redonnera un nouveau souffle à la révolution et redonnera aussi, dotera la révolution de quelques porte-paroles, même si la révolution resterait sans représentant, mais avec une représentation politique finalement dans le contenu, dans les revendications, comme vous l'aviez si bien dit. Moi j'espère vraiment, et je pense qu'il est très fort probable que Karim Tabou soit libéré aujourd'hui, et on sera en attente aussi de voir quelque chose se construire, ce pacte social finalement qui tarde à venir, et cette attente, je pense que, et c'est la seule chose, ma seule crainte, c'est que tant qu'il n'y a pas ce pacte social, ce pacte politique, au moins entre les leaders et les acteurs majeurs politiques. Et nous allons y venir, il y aurait toujours une brèche pour le régime pour jouer sur les divisions. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de la thèse que vient de nous avancer Moussab Hammoudi au sujet de ces sécuritaires, de ces généraux, nous a-t-il dit, sécuritaires, qui seraient en train de prendre en quelque sorte le contrôle de ce qui reste de ce système face à un chef d'état-major qui n'est qu'un chef d'état-major par intérim, à qui on a refusé d'hériter de son prédécesseur du Marocain du ministère de la Défense, face à un président qui ne pèse pas un gramme, qui a été sorti de la casquette lors de la plus grosse fraude jamais connue. Qu'est-ce que vous pensez de cette thèse, de ces sécuritaires qui sont très butés, très bornés, qui ont une vision très réduite, très étriquée de la situation, mais qui n'en ont pas moins le pouvoir et qui seraient à l'origine de ces prises de décisions totalement absurdes? La nature, la nature même de ces quelques généraux dont on parle de l'état-major, nous la connaissons tous. Alors ils sont sanguinaires, ils sont sans âme, on peut le dire, parce qu'ils portent là une très très grande responsabilité de tout ce qui s'est passé dans notre pays. Par contre, il y a quelque chose, et c'est sur un aspect sécuritaire, qui ne leur a pas échappé. Quel est le pire, en fait, la pire chose qui puisse arriver à un général ou à un commandant ou à un homme, un responsable militaire? C'est la désobéissance, en fait. C'est donner l'ordre de réprimer et que les soldats, les militaires, les policiers, en fait, refusent et désobéissent. Et c'est cette peur-là, cette crainte-là qui a habité très rapidement tout le corps sécuritaire et militaire de ces généraux-là, parce que quand on avait vu les manifestations de sympathie des policiers, des militaires, énormément de personnes à l'intérieur de l'armée à cette révolution populaire et ce soutien, cette jonction finalement qu'il y a entre les militaires qui sont... Et vous pensez qu'ils craignent... Vous pensez, Fatih Titouche, que ces généraux craignent que leurs troupes ne leur obéissent pas, voire même qu'ils retournent leurs armes contre eux si jamais ils donnent l'ordre de donner la troupe? Je suis quasi sûr que ce scénario-là, ils en pensent tout le temps. Et d'ailleurs, moi, je connais des cas, par exemple à Tizi Ouzou, d'amis de la police qui m'ont raconté un cas de désobéissance, clairement,
le jour de l'élection où on a donné l'ordre de réprimer, où on a désobéi tout simplement en disant ce n'est pas possible, c'est une fourmilière, si on réprime, il se passera des choses horribles et on refuse. Et les discussions ont duré 2 heures pour qu'au final, on ne réagisse pas et qu'on n'avait pas, en fait, on n'avait tout simplement pas obéi. Et ce scénario-là, en fait, c'est un scénario qui est très très présent dans leur tête et ils savent. C'est pour ça qu'en fait, que finalement, ils n'ont pas réprimé au-delà du fait qu'on est en 2020, qu'il y a la technologie et que nous rapportons qu'on ne peut plus nous tuer à huis clos. Et c'est ça qui fait qu'en fait, on va faire recours à l'appareil judiciaire, à l'intimidation, à la menace, à la diffamation, à tout ce... Et en fait, restez moi, avec nous, ils font tout ce qu'ils peuvent. Restez avec nous. Hassan Hirsch, ces généraux sécuritaires qui savent très bien, selon Fatah Titouche, que les militaires ne leur obéiront pas s'ils donnent l'ordre de donner la troupe, de tirer sur les gens. On parle même d'une caserne ou de quelque chose comme ça, où on aurait trouvé au petit matin à la peinture des graffitis Tetna Haouga. Ça a mis, paraît-il, la panique au sein du ministère de la Défense. Et donc, vous pensez que ces gens-là sont dans une impasse, qui ne savent pas à quoi faire et qui sont en bisbille les uns avec les autres, qui sont en panique? Vous pensez que nous en sommes là? Je pense que ce n'est pas véritablement un état de panique parce que ils ont les moyens, ils ont l'argent, ils ont les hommes, ils ont, comme disait notre ami Moussab, ils ont l'appareil sécuritaire, etc. Moi, ce que je rajouterais à son hypothèse, c'est qu'en général, les officiers qui sont dans les services, dans le renseignement, etc., c'est eux qui sont en première ligne par rapport aux services des puissances étrangères. Des puissances, justement, qui maintiennent le monde aujourd'hui avec la globalisation, avec la lutte, entre guillemets, contre le terrorisme, alors même que c'est eux qui fabriquent le terrorisme, etc. Donc, c'est des généraux qui doivent obéir aux services américains, français, saoudiens, russes, chinois, etc. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'ils pourraient éventuellement paniquer. Et si, des fois, ils n'arrivaient pas à répondre à la demande de ces puissances étrangères qui veulent dominer le monde et qui dominent effectivement le monde en matière sécuritaire, en matière économique. C'est tout ce qu'ils leur demandent? Pas uniquement. Ces puissances dont vous parlez, oui. C'est ce qu'ils demandent à ces généraux sécuritaires? Faites ce que vous voulez, nous ce qu'on veut, c'est ça? C'est que vous ne perdiez pas le pouvoir, c'est que vous le gardiez? Moi, je suis convaincu de ça, oui, absolument. Mais ils sont en train de... C'est pour ça que... Ils sont en train de partir, ils sont en fin de ressources. Oui, mais même en fin de ressources, on a vu quand même ce qui s'est passé en Égypte. L'Algérie est à peu près dans la même configuration au niveau géopolitique. C'est-à-dire que dès lors qu'on a vu que le peuple avait pris une autre décision que de reconduire le pouvoir en place, et on a fait intervenir l'armée, les Occidentaux ont fait semblant de dire juste par des petites déclarations du bout des lèvres qu'ils étaient contre les coups d'État, etc. Mais le lendemain, tout de suite après, ils ont soutenu, ils ont armé, ils ont financé, ils encouragent, ainsi de suite, etc. Malheureusement, il y a de forts risques, parce que je ne dirais pas de fortes chances, de forts risques que le scénario égyptien soit celui qui est prévu pour l'Algérie, c'est-à-dire maintenir l'armée et les services au pouvoir, contre évidemment la volonté populaire, contre la souveraineté populaire. Et donc c'est ça qui me fait peur, moi. C'est-à-dire qu'on est des généraux à la fois corrompus, à la fois trop liés aux services étrangers, à la fois incompétents, à la fois n'ont connu que ça. C'est-à-dire toute leur carrière, leur formation, leurs expériences professionnelles, leurs expériences subjectives, personnelles, etc. C'est à l'intérieur des casernes, au sein justement... Qui fait qu'ils ont le nez dans le guidon, ils ne voient pas la situation. Ils se donnent raison, ils s'auto-applaudissent. Oui, mais Hassan, avec la crise économique, oui. Ils ne vont plus avoir les moyens
de leurs errements, j'allais dire. Maintenant, ils n'ont plus les moyens, y compris face à leurs protecteurs occidentaux, face à leurs protecteurs saoudiens, face à leurs protecteurs émiratis. Ils ne pourront pas, ils n'ont plus d'argent. Monsieur Ben Chenouf, l'Égypte n'a pas de moyens. Oui, mais ce n'est pas pareil. Je crois que le contexte est... L'Égypte vit avec la perfusion financière saoudienne et américaine, oui. essentiellement. Oui. Donc les voyages... Mais le contexte est différent avec Israël. Le voyage de Shengriha aux Émirats, le voyage de Tebboune en Arabie Saoudite, ce n'est pas innocent. Il y a quand même quelque chose justement qui a rapport avec la gestion du pays. Sinon, comment on pourrait juger quelqu'un comme Karim Tabou, qui est, comme vous le disiez, Monsieur Ahmoudi, comment juger Karim Tabou pour atteinte au moral de la troupe? Ce n'est pas possible. Karim Tabou est un civil, c'est un militant comme des milliers d'autres, etc. Il ne peut pas porter atteinte au moral de la troupe. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Donc c'est une façon seulement de dire que voilà, la troupe, c'est l'essentiel, c'est ça le vrai pouvoir, etc. Donc c'est un message qui nous est envoyé. Donc ne pas perdre de vue, et je suis totalement d'accord avec votre hypothèse, votre analyse, qui fait que les généraux qui s'occupent effectivement du sécuritaire, et c'est eux qui sont en relation, encore une fois, avec les services de sécurité étrangers, des grandes puissances qui maintiennent le monde. Et l'Algérie, comme beaucoup de pays, comme l'Arabie Saoudite, comme l'Égypte, comme le Soudan, etc., c'est des maillons pour maintenir la globalisation sécuritaire. C'est des choses qui prennent place tout naturellement, mais bien quelle évidemment, que soit la compétence ou les qualifications la guerre des au uns et des Moyen-Orient, autres. la guerre au Moyen-Orient, la guerre au Sahel, la guerre en Afrique centrale, la guerre au Congo, etc. Tout ça participe effectivement d'une géopolitique de maintien de l'ordre des grandes puissances, aussi bien occidentales que chinoises et russes. Donc, c'est des éléments de réflexion, en tout cas, qu'il ne faut pas écarter. Absolument. Et je pense que les Algériens doivent continuer justement la lutte. Nous devons continuer notre lutte pacifique jusqu'à l'épuisement moral de ces généraux, et non pas des troupes, et que l'on puisse aboutir effectivement à une phase de transition dont vous parliez à juste titre dans votre éditorial. Et nous allons y arriver. Moussa Hammoudi, ces généraux sécuritaires dont vous parlez, ils procéderaient de cette logique dont nous parle Hassan Herash, de considérants internationaux, de puissances internationales qui voudraient que la situation évolue dans un sens et pas dans un autre? Bien sûr, ils dépendent de ce monde et donc ils ont des comptes à rendre au niveau de leur statut. Par contre, la géopolitique a plusieurs dimensions et la première dimension, c'est le local et le global. L'interférence des puissances étrangères ne s'effectue pas de plein pied. Elle doit d'abord avoir des préalables. Donc, pour interférer, et dans le cas égyptien, on l'a vu, c'était possible qu'à partir du moment de la polarisation de la société. La junte militaire algérienne a échoué à cette épreuve et donc c'était la seule façon de pouvoir... Vous entendez pas, ça veut dire que le régime égyptien avait réussi à créer deux pôles, deux équilibres... paradoxaux et intermédiairement... Il avait des gens opposés. avec lui, quoi. Non, c'était la fameuse fracture islamiste et progressiste démocrate. Donc, et comme en Égypte, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas pour l'islamisme, ça a été donc la fracture idoine. Voilà, et en même temps, quand il a infiltré, les renseignements égyptiens, quand ils ont réussi à infiltrer le camp des islamistes et celui des démocrates, bah, ça a marché bien et on a vu même au niveau des slogans, Arabi'a, Nahda, l'Ilmani, Masr Islami, et de l'autre camp, Antu Sha'b wa Ahna Sha'b, il y a deux peuples, donc une polarisation extrême. Et ça ne serait pas en train de se produire maintenant en Algérie non, avec cette histoire de visite à Ali Belhaj qui a fait réveiller tous les démons des éradicateurs, ça des se passe salafistes. pas comme ça en fait, c'est pas à la première réaction on dit que ça a réussi. Non, en fait ça n'a pas marché, c'était une énième tentative de le faire parce que ça a été déjà dès le départ
du Hirak. Et ça a été encore une fois avec cette histoire de Bédissé à Novembaria. Oui. Et ça n'a pas marché. Et avec la visite de Ali Belhaj, ça n'a pas marché encore une fois. Donc ça ne marchera jamais. C'est une Ça a quand question même soulevé réglée. beaucoup de vagues, surtout dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Oui. mais après la réalité du terrain, il n'y a pas eu des slogans ou des nouveaux chansons anti-islamistes ou anti-progressistes ou contre la Le démocratie. Hirak reste neutre, Donc, incolore, Donc ici, la Uni, profondeur, Il reste uni. uni. donc il n'y a surtout. pas de polarisation. Quand il n'y a pas de polarisation, il y a d'autres tentatives. Et la visite de Tebboune et de Shengreha et l'arrivée, il ne faut pas l'oublier, du prince du Golfe aussi, du Qatar en même temps, ils ne comprennent plus la posture de Tebboune. C'est comme ça qu'il faut la lire. Ils ne donnent pas de posture concernant la position algérienne au Mali, non pas du tout au Libye, et encore à la situation intérieure. Donc personne n'arrive à comprendre quel est le rôle que va jouer l'Algérie dans des menaces et dans des situations extrêmement dangereuses qui l'entourent et qui impliquent les pays de Golfe. À partir de ce moment, la question pour eux est de qu'est-ce qu'on va faire? Donnez-nous quelque chose qui voit. En fait, quand ils sont allés là-bas au pays de Golfe, que ce soit Shengreha ou Tebboune, c'était pour rendre des comptes, pour expliquer. Tandis À ce que là, point, rendre compte. oui, rendre compte, clairement, parce qu'ils ne détiennent pas le pouvoir pour eux, ils doivent justifier, et puis il y a des enjeux financiers. Et donc la Ce serait géopolitique, leur protecteur. ils essayent de l'être, mais ils n'arrivent pas parce que déjà... Pourquoi ils ne leur donnent pas d'argent alors dans ce cas? Ben, ils le font. Déjà, il y a eu les investissements à hauteur de 10 milliards de dollars, donc il y a des sous, mais qui sont gaspillés. Et puis aussi, la feuille de route qu'offre le régime algérien n'est pas convaincante, parce elle ne tient pas debout. Mais maintenant, ce qui intéresse, c'est au-delà des pays du Golfe, c'est la position donc, des Américains, des Russes et des Français, naturellement. Ensuite, à degré moindre, des Italiens et des Espagnols. On a ici un problème qui se déclenche sur les frontières maritimes avec l'Espagne. Ça veut dire que ça ne marche pas. Et aussi, pour revenir à cette binarité, à ce couple local-global, quand les forces étrangères n'arrivent pas à interférer, à s'ingérer, disons-le clairement, localement, le global tombe. Et à ce moment-là, on revient au jeu initial des relations internationales qui est l'intérêt. Si vous vous maintenez, on vous laisse, on va voir si vous vous maintenez, vous nous arrangez, mais si vous n'êtes pas bon, on vous laisse et on tourne le dos. C'est aussi cruel que comme ça. Ce sont les relations internationales. Cela dit, il faut quand même, à mon avis, le préciser, c'est que tous les officiers, tous les généraux ne sont pas dans cette problématique-là, ne sont pas dans ce piège-là et ne sont pas tous vendus. Et ils voient malheureusement leur pays dans les griffes justement d'un petit nombre. Et je pense qu'eux aussi comptent sur le succès du Hirak. Et le succès du Pour Hirak, les libérer. oui, et le succès du Hirak, c'est la persévérance, c'est l'unité, toujours la lutte dans l'unité, et surtout la lutte pacifique. Et puis il y a aussi une autre dimension qui est plus méthodologique, parce qu'actuellement, même au niveau des relations internationales, dans sa conception des décideurs internationaux, il y a une grande problématique qui n'est plus tournée vers la géopolitique et donc les enjeux et soutenir les dictateurs, mais la relation entre les sociétés. Il y a cette mouvance qui n'a pas encore pris de l'ampleur, mais les grands décideurs, les grands stratèges ont compris, et ils essayent d'influencer les centres de décision, bien entendu, que le déchirement et la course vers les intérêts de la géopolitique ne marche plus au XXIe siècle. Maintenant, il faut établir des relations entre les sociétés pour pouvoir pérenniser le profit, l'intérêt et la paix. Fatah Titouche, nous parlions tout à l'heure de l'inutilité pour le Hirak de désigner des représentants en ce moment et dans la phase actuelle, pour la simple raison que le Hirak, finalement, quand on y réfléchit, il a déjà exprimé de façon très claire toutes ses revendications, toutes ses aspirations. Doula madaniya machi askaria, processus constituant, phase de transition durant laquelle l'ancien part et le nouveau débarquent. Finalement, fondamentaux démocratiques. Les fondamentaux démocratiques, comme le dit Hassan Harish, ont été clairement exprimés. Et il vous dit donc que ce n'est pas la peine que je désigne des représentants. Le jour où le pouvoir
acceptera le principe de la négociation. Pas le dialogue, pas les consultations, pas les histoires de blablabla. Négociation. Négocier son départ et le reste. Ce jour-là, on désignera qui s'assoira face à lui. À votre avis, Fatih Titouche, c'est suffisant ce qu'a exprimé le peuple comme revendication fondamentale? En fait, je vais vous répondre et en même temps, je vais essayer de commenter ce que disait Moussab. Alors, moi, je suis d'accord avec lui sur un point quand il dit que effectivement l'intervention étrangère au sens propre se fait à partir du moment où il y a un cheval de Troie, c'est-à-dire où une polarité qu'on pourrait exploiter, comme on l'a fait par exemple en Syrie ou un peu partout quand on se met en fait dans une intervention directe, ben, en général, on finance les deux clans et on essaie de créer quelque chose, un conflit à l'intérieur. Ça, c'est pour une intervention directe ou alors à travers les infiltrations, etc., pour maintenir le régime finalement comme le centre en fait qui va maintenir la stabilité, etc. et tout. Sur ce point-là, oui, je suis d'accord avec lui. C'est pour ça qu'une intervention étrangère est très compliquée en Algérie pour deux raisons. Parce que le peuple est pacifique, donc toute issue violente est écartée. Il est profondément pacifique et stratégiquement pacifique. Et aussi, il maintient et il s'accroche beaucoup à l'unité nationale. Et sur ce point-là, justement, c'est là où il y a un petit bémol. Cette unité nationale, en fait, qu'on a réussi à maintenir pendant un an, cette unité nationale, on ne peut pas la maintenir uniquement par des slogans. Dans le peuple, c'est ancré. Le peuple veut rester uni. Mais il y aura des tentatives, et ces tentatives-là, elles ne proviendraient pas forcément des infiltrations ou forcément des agents du régime. Elles pourraient être aussi le fruit de frustration, de crainte, en fait, de crainte exacerbée, le retour en fait de quelques frustrations, de quelques incompréhensions d'une période difficile que nous avons vécue. C'est pour ça que je pense qu'il faudra qu'on fasse très attention à ça. Aujourd'hui, nous devons construire un véritable compromis au-delà en fait de ce qui est construit par le peuple, c'est-à-dire suivre le peuple dans ce compromis-là en écrivant un véritable pacte social. Aujourd'hui, il y a des peurs, il y a des craintes qui sont justes et on doit pouvoir les transformer en quelque chose de politique. On doit aujourd'hui se donner des garanties les uns aux autres. En plus clair, en plus clair, est-ce que vous demandez à certaines parties du Hirak de ne plus faire émerger de quelconque apparition, expression idéologique? Pas forcément, pas forcément. En fait, au contraire, moi ce que je dis, c'est que aujourd'hui, il faudra identifier les divergences. Quelles sont les divergences profondes? Il faut les identifier. Quelles sont les craintes? Il faut les écrire en termes politiques. Aujourd'hui, si, par exemple, des gens expriment une peur, une crainte, allez, on va le dire, d'un retour, par exemple, des ex du fils, parce qu'ils auraient emmagasiné dans leur tête que le fils serait responsable de ce qui s'est passé, à tort ou à raison. Ce n'est pas la question. C'est que cette crainte-là, elle doit s'exprimer. De l'autre côté, les éradicateurs, ceux qui ont exprimé, par exemple, une volonté à éradiquer tous les leaders du fils, etc. Ces entités-là, en fait, doivent aujourd'hui traduire leur discours en garantie claire. Du côté des islamistes, aujourd'hui, on doit être très clair sur les libertés individuelles, sur la nature de l'État, qu'on ne touchera pas aux libertés individuelles, qu'il y aura un État de droit démocratique qui garantirait à tout le monde le droit d'exercer la politique, de s'exprimer, de se constituer en tant que formation politique. Et de l'autre côté aussi, du côté des éradicateurs, on doit donner des garanties sur les craintes, justement, parce qu'il y a des craintes par rapport aux éradicateurs où on penserait que ce serait finalement le cheval de Troie des Occidentaux qui auraient quelque chose contre l'islam, contre notre identité en tant que telle, culturelle, etc. Et donc, du coup, ce genre de garantie, aujourd'hui, je pense, si on ne veut pas reporter ces divergences pour que ça se joue dans les coulisses et que ça alimente de plus en plus
Les craintes, il faudra les écrire, il faudra pouvoir les écrire dans un véritable pacte social qui donnerait de véritables Et restez avec nous, Fatih Touche. Je vais être obligé de vous interrompre. Je vous laisse 1 minute parce qu'il ne reste plus de temps. Fatih Touche. Alors, en 1 minute, c'est ce que je dis. Moi, je croyais déjà, ça fait longtemps, je crois, depuis le 8 mars, quand les femmes se sont mises dans les marches et quand elles ont pris le destin en main, c'est à ce moment-là que j'avais la profonde conviction que nous sommes dans une révolution, nous sommes dans un processus irréversible et aujourd'hui, nous portons une responsabilité historique lourde de construire un véritable État démocratique et justement de déjouer et de couper l'herbe sous le pied à toutes les manœuvres du régime et on le fera en étant sincères entre nous et en se donnant des gages de garantie. Restez avec nous, Fatih Touche, jusqu'à la fin de l'émission. Moussa Hamoudi, dernier tour de micro. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, pour rebondir. Donc, actuellement, si nous avons à dessiner le paysage intellectuel ou philosophique de Hirak, en fait, il faut retenir 3 visions. Premièrement, l'action. Deuxièmement, la conception. Troisièmement, la définition. Ce sont ces 3 courants qui sont actuellement, qui traversent le Hirak. Pour l'action, ce sont ceux qui disent qu'il faut qu'on se mette tous ensemble. Et le Hirak, de toute façon, il est en train de se désagréger de bas en haut. On le voit, Zarmet qui a essayé de lever l'immunité d'un parlementaire mais qui n'a pas réussi, et tant d'autres indices. Donc c'est le moment de lui adresser collectivement le coup de grâce. Le courant de la conception, non. Chacun travaillera dans son camp idéologique et il essaiera d'avancer. Peut-être qu'il fera ça dans son camp, et il y en a même qui pensent le faire individuellement. La définition, le 3e volet, ce sont ceux qui disent non, avant de faire quoi que ce soit, il faudrait qu'on se mette d'accord sur les définitions des termes de l'Algérie de demain, à commencer par la démocratie. Ce camp est complètement en porte-à-faux parce que déjà, démocratie n'est pas un concept, c'est un mécanisme. La démocratie en Amérique est complètement considérée comme aberrante en France et les Britanniques ne comprennent jamais la démocratie française. Donc, ce n'est pas le cas. Concernant le deuxième courant qui est la conception, ce sont ceux qui campent dans l'idéologie et ou individuellement, ils ne pourront jamais faire cavalier seuls. Reste le premier que je défends principalement, qui est celui de l'action. Actuellement, on sait que le régime est à la défensive, même s'il essaye de donner l'allure qu'il est fort. Quand il essaye de dire que l'université, les étudiants doivent s'écarter de la politique, bien sûr, c'est qu'il les craint. Quand il essaye d'instrumentaliser la justice, c'est qu'il la craint. Vous avez entendu parler de ce ministre de l'Enseignement supérieur qui aurait dit que la politique n'a rien à voir dans les universités? Oui, oui, bien sûr. C'est incroyable, hein? Mais bien sûr, incroyable, mais vrai, parce que ça témoigne d'une crainte. C'est la crainte, parce que le sécuritaire, revenons toujours à cette mentalité du sécuritaire, son seul souci, c'est le contrôle. Il doit contrôler la justice, l'université, la mosquée, l'espace public, l'art, tout doit être contrôlé. Or, le Hirak lui dit clairement que la meilleure façon pour un militaire de faire la politique, c'est de s'en écarter complètement. Et c'est pour ça que si on prend tous ces 3 courants à l'intérieur du Hirak, le plus efficace à l'heure actuelle, et je pense que c'est le plus louable, c'est de favoriser l'action pour adresser un coup collectif qui nous débarrasserait de ce régime, parce que c'est un régime qui est en train de s'effriter. Quel genre d'action, quel genre de coup décisif? Ça, c'est aux acteurs de le définir. Je le dis pas de violence. Jamais de violence. Il n'y aura jamais de violence. Je ne vais même pas revenir sur cette question parce qu'elle est tranchée. Il n'y a plus... Le moteur du Hirak, son moteur, c'est la Silmiya. Ouais. Donc on ne revient pas. Maintenant, c'est la carcasse, c'est de haute qualité, de basse qualité, elle est de haute qualité. Donc actuellement, il faut privilégier les actions, il faut se mettre surtout ensemble, parce que ce régime va être écarté par toute la population et non pas une seule frange. Hassan Harish, le mot de la fin vous revient. Le mot de la fin, c'est que je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit par les uns et les autres, que le pouvoir essaye par tous les moyens de diviser. Et derrière ce pouvoir-là, du moins une frange du pouvoir,
qui veut diviser le peuple algérien. Et on l'a déjà dit, les puissances étrangères qui veulent effectivement que le peuple algérien s'affronte. Donc on a essayé par tous les moyens. Et ceux qui se disent imazirins, ceux qui ne se disent pas, avec l'histoire du drapeau, etc., les islamistes contre les progressistes, etc. Et on revient encore aujourd'hui à cette division, cette tentative de division, en interdisant un journal, Amazir, le seul journal, Terrant, dont on a empêché, comment dire, on a empêché qu'il soit imprimé, la parution, sur ordre du ministre. C'est extrêmement grave et c'est une tentative justement de diviser le Hirak. Et puis, c'est le cas pour l'Akhdar Bouraga dont on a empêché la rubrique, Saad Bouar dont on a empêché la rubrique, l'édito. L'édito, donc ça va dans ce sens. Absolument. Saad Bouarba qui a été empêché de s'exprimer par éditorial comme il a l'habitude de le faire. Et, ben voilà. Et puis, ce que subit le RCD. Oui. Voilà, on instrumentalise le fisc, on instrumentalise la justice, etc., pour essayer de casser l'un des partis politiques les plus en phase avec le Hirak. On ne le dira jamais assez. Voilà, donc, le RCD a étonné tout le monde en se portant au front du Hirak, où il est omniprésent, où il est très présent. Avec responsabilité. Avec grande responsabilité. Oui. Le seul bémol, c'est qu'il a toujours des députés au Parlement. C'est pour se protéger. Là aussi, on ne le dira jamais assez. Bien évidemment. Mais ce qui compte pour le Hirak, c'est que le RCD est toujours dans la rue, accompagne et c'est interdit justement de parler au nom du Hirak. C'est-à-dire que les militants du RCD, y compris Mohsen Bouabbas, quand il est dans la rue, il est dans la rue comme citoyen. Absolument. Et c'est parce que justement ce parti-là a cette stratégie aujourd'hui que le pouvoir essaye par tous les moyens de lui couper l'herbe sous les pieds, de lui enlever son siège, de l'empêcher de travailler. De cette forte somme d'argent qu'on lui réclame. On lui a sorti 2 milliards. Les hallucinogènes aussi. Les hallucinogènes, ce garçon qu'on a envoyé avec des hallucinogènes, où il a déclaré travailler pour le RCD. Tout incroyable. À fait. Voilà, donc, ils auront tout fait. Quoi. Toutes ces manœuvres, le Hirak, évidemment, le sait. Ce qui est extraordinaire dans le Hirak, c'est qu'il n'a jamais marché dans l'intox. Ouais. Et il est toujours là à gagner. Et je dirais même qu'une de ses grandes victoires, parce qu'il en a eu des victoires, une de ses grandes victoires, c'est que l'état-major et toutes ces ramifications n'ont jamais réussi à faire rentrer le Hirak, les Algériens, chez eux. C'est toujours dans la rue. Voilà. C'est toujours dans la rue. Alors, pourquoi le régime est-il aussi contre-productif pour lui-même? Parce que tout simplement, il y a de l'incompétence. 2, c'est qu'au lieu d'écouter le peuple algérien, ils préfèrent écouter justement ceux qui leur donnent des instructions à partir des intérêts des puissances étrangères, ceux qui veulent faire jouer à l'Algérie un rôle comme maillon d'un système mondial autour des grandes puissances et des enjeux économiques, politiques et stratégiques, militaires, donc globaux. Et ça, évidemment, ça fait qu'il y a totalement un divorce entre le peuple algérien qui voit l'intérêt de l'Algérie, l'intérêt du peuple algérien. Et puis, malheureusement, quelques-uns de son état-major, comme l'a décrit de façon magistrale notre ami Moussab tout à l'heure, à savoir qu'une poignée de généraux qui, pour le moment, tiennent le haut du pavé. Et je pense que la persévérance du Hirak, son pacifisme, son unité et puis la défense qu'il apporte pour ceux qui sont persécutés, c'est ça qui fera le succès de demain. Hassan Hairiche, merci beaucoup. Moussab Hammoudi, merci beaucoup. Fatih Titouche, merci beaucoup. Merci beaucoup. Aïssa Rahmoun aussi. À vous aussi, mes chers amis. Barakallahu fikum, merci. Khawa Khawa. Silmiya Silmiya.
et ça continue jusqu'à la victoire, Inch'Allah, qui est très proche. قال خير بسلامة. في مسيرة سلمية التغيير معولين اليوم الشعبي الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كود سيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة